Bonjour à tous. Donc, David Herté, je suis contrôleur du préventeur du service prévention de la CGSS, donc de la direction des risques professionnels. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'un petit peu de vous faire appréhender les questions de prévention, déjà, en termes de sinistralité, de risques, et bien sûr de performances qui peuvent être associées à l'amélioration des conditions de travail. D'accord. De quoi parle-t-on donc, dans l'amélioration des conditions de travail? Il faut savoir que si on parle d'amélioration des conditions de travail, c'est que déjà le secteur, c'est un secteur sinistrogène, si on peut dire, sans faire peur au public. Le BTP n'est pas un secteur, on va dire, facile, où on travaille sous la clim, sans charge à porter. C'est un secteur rude, mais très intéressant, un secteur mixte, mais pour autant qui comporte un certain nombre de risques et une sinistralité associée. Donc, c'est quoi le BTP en termes de, déjà, un premier chiffre, c'est 600 000 accidents de travail, d'accord, près de 100 000 accidents de trajet déclarés par an et plus de 50 000 nouvelles maladies professionnelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste, même si certaines activités sont mécanisées, le BTP reste une activité initialement artisanale qui comprend justement des métiers manuels et sur lesquels on ne peut pas toujours tout mécaniser. Donc, et avec des niveaux d'entreprises qui peuvent varier des artisans à des petites entreprises, des micro-entreprises, des TPE, les PME et les grosses entreprises. Donc, par rapport à cela, 50% pratiquement des accidents et des liaisons liées à des accidents liés dans le BTP concernent en fait les manutentions manuelles et arrivent par rapport aux manutentions manuelles. C'est le premier facteur de risque. C'est le premier facteur de risque dans ce secteur. Ensuite, arrivent les chutes de plein pied et également les chutes de hauteur qui sont relativement sinistrogènes. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver parmi ces pathologies? Vous allez retrouver des troubles musculo-squelettiques. Vous allez retrouver également des maladies professionnelles liées aux expositions à l'amiante, des fois à la silice cristalline. Et puis, qui sont des éléments, on va dire des maladies qui représentent des maladies cancérigènes. Et puis, vous allez également avoir des liaisons liées à des irritants et puis, bien sûr, des accidents. Vous avez le risque routier et tous des accidents, des coupures. Mais les deux grandes familles sont principalement considérées par les manutentions manuelles et les chutes de hauteur. Donc, 50% des accidents de travail sont liés à ces manutentions. La plupart résultent souvent d'une désorganisation, d'un manque d'organisation. Quand on analyse en fait certaines opérations, chantiers, on va remarquer que des fois, les entreprises sont contraintes d'opérer des manutentions globalement parce qu'il n'y a pas une organisation mutualisée de l'opération pour faciliter les opérations de manutention. Et elles sont obligées de manutentionner, soit dans les escaliers, pour amener leur matériel déjà, et ainsi que les intrants qui vont être mis en œuvre dans l'opération. Donc, ces manutentions sont liées déjà à un problème d'organisation. Et plus largement, on parle maintenant de logistique de chantier. Okay. Bien sûr, ces accidents également qui entraînent peut-être des troubles musculo-squelettiques ou des accidents sont liés également à des interférences de circulation, problèmes de circulation, véhicules piétons, des engorgements de livraison, c'est-à-dire qu'au moment donné où on arrive à la phase seconde œuvre, souvent, tout le monde, il y a des problèmes de coactivité, et tout ça découle directement d'un manque d'anticipation. Donc, s'il y avait un mot à retenir également pour prévenir ces risques professionnels, c'est une anticipation bien en amont de l'activité par la rédaction et l'élaboration de plans d'installation de chantier, par exemple, et de tout document. Aujourd'hui, on voit également apparaître le BIM, la modélisation, qui aide non seulement à produire, mais également à organiser les opérations en matière de prévention, de sécurité, de conditions de travail. Ensuite, vous avez des problèmes de stockage, de manutention manuelle physiquement contraignante, de reprise de manutention souvent, c'est-à-dire qu'on va déposer, par exemple, le cas typique, déposer un certain nombre de charges au pied d'un bâtiment et en absence d'équipement ou d'organisation adaptée, on sera obligé de répéter les manutentions. On va le voir tout à l'heure. Et puis, bien sûr, de chantiers encombrés. Ce n'est pas la panacée. Il y a bien sûr de bonnes opérations dans nos départements, mais on constate également qu'il y a
notre département il sera obligé d'opérer un virage plus important vers la réhabilitation d'ouvrages, par exemple d'ouvrages scolaires, d'ouvrages administratifs. Et là, on arrive dans des environnements contraints, dans lesquels on ne pourra pas mettre en œuvre les mêmes équipements qui étaient là à l'initial quand ces bâtiments ont été faits. Donc, il faudra vraiment travailler en termes de logistique. Donc, ce manque d'organisation est à l'origine de chute de hauteur, qui est un risque grave, et de chute de plein pied, et puis, comme je vous l'ai dit, de troubles musculo-squelettiques. Ces troubles musculo-squelettiques, là, j'ai voulu un petit peu vous montrer ce qu'on peut retrouver, qui représente des situations en fait en mode dégradé, comme j'aime le dire, de chantiers qui sont laissés un petit peu, qui rentrent en phase seconde œuvre et qui n'ont plus d'organisation. Et on le voit bien, les personnes qui sont sur ces opérations sont obligées de se débrouiller, c'est vraiment la débrouille, pour accéder à leur poste de travail ou récupérer, comme on peut le voir, récupérer des charges au droit de balcon, de loggia, sans sécurité. Et là, on arrive à des situations catastrophes qui s'enchaînent avec des accidents qui peuvent être parfois mortels. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, ces situations-là peuvent parler à beaucoup de personnes. Le petit schéma que vous avez là à gauche montre vraiment un chantier en mode dégradé qui va servir de base tout à l'heure pour vous illustrer en fait les gains qu'on peut avoir entre un mode dégradé et une organisation de chantier optimisée. Donc, pour continuer un petit peu sur la sinistralité, les maladies, la localisation de ces affections, on va voir que les TMS concernent pour 30% les épaules, donc c'est les membres supérieurs, 22% le coude, 7% le dos, et puis ensuite vous avez les mains, poignets, doigts pour 38%. Et puis après, ensuite, en dernier ressort, les genoux et chevilles. Donc 86% de ces maladies professionnelles sont reconnues comme étant des TMS. Également, pourquoi parler également de performance et de prévention? On doit parler de coûts. Il faut savoir que lorsque vos salariés, les ouvriers, ont un accident de travail, une maladie professionnelle, vous avez qui sont engendrés des coûts directs, c'est-à-dire ce que coûte vraiment l'accident de travail à l'entreprise, et des coûts indirects. Et souvent, les coûts indirects représentent au moins 3, 4 ou 5 fois les coûts directs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par un coût indirect? C'est la désorganisation du travail, la baisse de la productivité. Et tout cela, souvent, est encore plus exacerbé en fonction de la gravité de l'accident. On peut observer que plus l'accident est grave, plus il y a une espèce de léthargie qui s'installe dans l'entreprise et pratiquement, vous avez des micro-traumatismes également. On est obligé de faire appel à des cellules ou à des personnes spécialisées. Donc, ces coûts indirects-là vont encore plus impacter l'entreprise en termes de qualité, arrêt de chantier, baisse de l'image de marque, peut-être aussi baisse de commandes, puisque un maître d'ouvrage ou d'autres maîtres d'ouvrage qui ont eu info qu'il y avait eu un accident grave, voire mortel, ont peut-être des frilosités ensuite à reprendre cette entreprise. Donc là, vous perdez en clients, vous perdez en productivité. Que vous soyez une entreprise qui produit des intrants pour un chantier ou que vous mettiez en œuvre directement, le seul fait de savoir que des fois, cette entreprise-là a eu malheureusement un accident peut impacter aussi son carnet de commandes. Donc là, on est déjà sur les questions de productivité sur le chantier. Vous pouvez avoir également une dégradation de l'ambiance de travail, puisque là, des questions vont remonter s'il y a des CSE, s'il y a des instances représentatives du personnel. Un mauvais climat social au sein de l'entreprise, des difficultés peut-être à fidéliser les salariés. Vous avez souvent également, suite à des accidents, on le constate, des salariés qui démissionnent non seulement de l'entreprise, mais qui arrêtent et qui ne veulent plus travailler dans le secteur du BTP. Donc là encore, déjà qu'on a du mal à avoir des salariés, quand le secteur jouit de cette mauvaise qualité ou de certaines conditions qui ne sont pas adéquates dans les entreprises, il est clair que non seulement la productivité, les conditions de travail n'y seront pas, mais également on aura des difficultés à promotionner et à avoir des jeunes. Si les jeunes voient que le secteur du BTP ne jouit pas de cette image et de bonne qualité. Okay. Et puis,
en toute fin, vous aurez, en fonction de la taille de l'entreprise, une hausse des cotisations sociales, où il peut y avoir, en fonction de la sinistralité, un appel de rente. Donc là également, l'entreprise perd un certain nombre est obligé de prendre sur sa trésorerie. Donc, on a évalué que les coûts indirects liés à un accident de travail ou à de la sinistralité peuvent représenter 3 à 5 fois les coûts directs. Donc, c'est pas du tout une donnée à prendre à la légère. Okay. Pourquoi aujourd'hui travailler en prévention et en conditions de travail comme levier de performance? C'est d'abord, et c'est très clair, une obligation de l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés, vis-à-vis des risques et suite à l'évaluation des risques professionnels qu'il aura pu évaluer. Mais également aujourd'hui, le discours a très clairement évolué. On ne peut plus que se targuer de demander aux entreprises d'appliquer de la sécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute entreprise cherche un gain de productivité également, un gain et une performance. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un marché contraint, avec également des intrants qui ne viennent pas forcément de la Martinique. Donc, la recherche de performance est une donnée que les entreprises, particulièrement en Martinique, cherchent constamment. Okay? Et ce gain de performance aujourd'hui, l'enjeu pour nous, direction des risques professionnels, est de leur faire comprendre que ce gain de performance peut venir avec le management de la santé et sécurité, l'amélioration des conditions de travail. Cela peut passer par déjà basiquement l'évaluation des risques professionnels et ensuite toutes les certifications qu'il y a. On a constaté que souvent les entreprises peuvent avoir des marées bas qui s'engagent dans ce processus de management de cette santé et sécurité, récupèrent a posteriori, on va dire, une visibilité, une image de marque, de meilleures conditions de travail, une fidélisation de ses salariés. Et ce sont souvent, ce que je dis, c'est que ce sont les salariés qui sont au fer de lance. Et quand les salariés vous disent qu'ils sont bien dans une entreprise, en général, indubitablement, il y a de la productivité, il y a des gens qui sont contents de venir au travail. Donc, dans ce gain de performance pour l'entreprise, vous aurez bien sûr une réduction du nombre d'arrêts de travail, une plus faible probabilité d'avoir des maladies professionnelles, une réduction du turnover, une image de marque qui est meilleure, parce que vous allez y travailler également, une attractivité, et bien sûr, c'est peut-être pas quelque chose que certains vont appréhender directement, mais une meilleure productivité. Des gens qui seront, des salariés qui seront contents de venir au travail. Okay. Donc pourquoi travailler en fait sur la prévention? Tout simplement parce que c'est un cercle vertueux, comme je viens de vous le dire. Intégrer la prévention dans une entreprise, c'est anticiper des risques professionnels, donc minimiser, diminuer la probabilité d'apparition des risques et des dommages sur les salariés. C'est également avoir moins d'arrêts de chantier. Alors, des arrêts de chantier liés à votre propre process, mais également des arrêts de chantier qui peuvent venir des institutions telles que la DET, l'inspection du travail anciennement, et puis nous également, CGSS. C'est également une amélioration de la productivité, et puis, bien sûr, derrière, un respect des délais des clients. Vous avez des clients, bien sûr, dans la chaîne de commandement, et le respect des engagements fait que qui découle également des bonnes conditions de travail, fait que derrière, vous allez récupérer les fruits en fait de votre travail de prévention et de travail sur les conditions de travail. Ok. Donc les leviers de cette amélioration des conditions de travail sur les chantiers, on peut en nommer au moins 3. Déjà l'organisation globale du chantier, même si souvent sur certaines opérations, ce sont les maîtres d'ouvrage qui en sont les porteurs, c'est un levier quasiment obligatoire. Ensuite, vous aurez un levier technique, c'est-à-dire l'entreprise en elle-même, le travail technique, les apports techniques qu'elle apporte pour améliorer le travail. Petit exemple, avant, les carreleurs faisaient de la chape soit à la main ou à la bétonnière. Aujourd'hui, un carreleur qui n'a pas compris qu'il faut qu'il ait une pompe à chape, et qu'il va minimiser la pénibilité, il va améliorer sa qualité, et il va gagner du temps, c'est qu'il n'a pas compris. C'est vrai que c'est un investissement, mais ce n'est pas un investissement vrai. Okay? Et ensuite, la formation des opérateurs. Ce sont donc les 3 leviers. On peut, en termes d'organisation générale du chantier, par exemple, l'une des facettes qu'on peut analyser tout d'abord, c'est par exemple les accès du bâtiment. C'est améliorer ces accès-là. Alors souvent, même si l'entreprise, ce n'est pas son chantier,
mais elle peut se dire, bon, c'est moi qui y suis, je vais faire en sorte que mes gars puissent accéder sans problème. Il faut savoir que aussi avoir des accès de bâtiments qui sont viables, roulables, comme on dit, va permettre également d'amener d'autres équipements qui permettent d'améliorer la sécurité et les conditions de travail. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans un bâtiment, vous ne pouvez pas amener une caisse roulante, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé de porter, le gars. Donc, l'organisation également facilite les apports techniques de l'entreprise après. Vous avez également les voies d'accès. Si le chantier est un bourbier, comme on dit souvent également dans d'autres régions, l'entreprise ne peut pas venir livrer à pied d'œuvre. Donc, obligé de rester en dehors du bourbier et, pareil, opérer des manutentions. Et pareil, si le bourbier est là, elle ne peut pas utiliser ou commander un équipement de levage pour améliorer les conditions. Et puis également, par rapport aux chutes de hauteur ou les accès en hauteur, aujourd'hui, il n'est plus question de voir, en tout cas moins, des échelles à tout va pour des hauteurs assez importantes. Donc, on conseille également de travailler sur les accès en hauteur, de mettre à disposition des sapines d'accès, des échafaudages en commun ou des escalibres, pour ne pas citer cette marque. Et puis, bien sûr, d'un point de vue plus global, aujourd'hui, des apports de l'industrie arrivent sur les chantiers. En tout cas, en Martinique, on ne va pas avoir honte de le dire, on a un volet logistique qu'aujourd'hui on traite beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on peut plus se permettre de travailler que sur de l'individualisation des tâches. On essaie de mettre en commun les moyens et de travailler un petit peu comme des chaînes logistiques et faire en sorte que les équipements qui arrivent au pied d'un bâtiment puissent être transférés. Donc on travaille aussi bien maintenant sur les flux humains que sur les flux de matériaux et matériels. Et comme vous, pour le voir en illustration, on passe de chantier où on manutentionne à tout va, où on essaye de récupérer des charges au droit d'un balcon, à des chantiers aujourd'hui plus verticaux, puisque là, on va dire que la surface constructive en Martinique diminue, qu'on le veuille ou pas, mais elle diminue et en fait, on est obligé maintenant de monter en termes de hauteur. Qui dit hauteur, dit ascension, dit difficulté, pénibilité. Et on voit de plus en plus de maîtres d'ouvrage faire confiance un petit peu aux entreprises et également à notre discours pour la mise en œuvre de monte matériaux et monte charge. Je pense que tout le monde a pu le constater sur des opérations. Ce sont des amenés qui doivent être pérennisés même auprès des bailleurs sociaux, auprès de promoteurs qui doivent comprendre que ces équipements-là ne sont pas des dépenses et qui sont en mesure de diminuer très largement également et diminuer très largement les temps de réalisation qu'ils rentrent, eux, dans leur calendrier de production et de réalisation de leur ouvrage. Et souvent, les enjeux de réalisation de calendrier sont très importants dans la promotion privée. Donc aujourd'hui, ces équipements ne sont pas que des dépenses. Il y a un véritable retour sur investissement pour l'ensemble du chantier. Et quand vous les mettez en œuvre, ceux qui traînaient la patte au début, à la fin du chantier, disent merci, que ce soit des carreleurs, des plaquistes, des électriciens. Sur les opérations que vous pouvez voir qui montent à 8, 9, même à partir de 5 étages aujourd'hui, j'en profite pour mettre en parallèle un petit peu les besoins du secteur. Démographiquement parlant, le secteur est vieillissant. Nous avons quand même un renouvellement qui se tarde au niveau des ouvriers. Et on n'a pas envie de perdre le savoir qu'on a, la technicité qu'on a de nos opérateurs, bien sûr. Comment? Oui, bien sûr, comme le rappelle mon collègue, on peut aider également les entreprises à financer des équipements. Alors, ça peut être ce genre d'équipement, mais ça peut être des équipements qui sont plus modestes, mais qui aident toujours à cheminer verticalement pour cette question-là de la logistique. Rapidement, je voulais un petit peu vous montrer ce gain de productivité qui peut être engendré par 3 organisations de chantier. Une organisation lambda 0 où il n'y a rien, on va dire, un défaut carrément de logistique et même de moyens hygiène, sanitaire, cabane de chantier. Et puis, 2 autres organisations, vous aurez respectivement des recettes à matériaux fixées en façade et des ascenseurs définitifs ou des plateformes de transport extérieur. D'accord ? Donc, ce sont des chantiers modèles avec des zones de stockage, des parkings bien définis, des zones de circulation, des cabanes de chantier, des organisations optimales. Les éléments déterminants sur ce genre de chantier seront l'installation de chantier,
l'élaboration en amont de plans d'installation de chantier, des installations d'hygiène. On arrive encore à trouver des opérations chez nous où l'hygiène est considérée comme vraiment une option, quoi, alors que c'est le minimum à avoir sur une opération. Et il n'a pas fallu qu'on attende le Covid pour le savoir. Ensuite, vous avez également des éléments déterminants comme la présence de recettes à matériaux, d'ascenseurs et monte-charge. De plus en plus, vous en verrez apparaître, même sur des opérations de réhabilitation. Et puis, d'organisation logistique. Comment rentrent les matériaux, par où ils sortent, comment ils sont mis en œuvre, comment les personnes accèdent, comment ils circulent sur. Donc là, on est sur des flux, et ce sont des notions qui étaient très utilisées dans l'industrie, dans la logistique pure et dure, la logistique entreposage, et qu'on essaye, tant bien que mal, de mettre en œuvre également sur les chantiers. Et puis, bien sûr, des accès viabilisés aux ouvrages. Donc, sur cette organisation, bien sûr, vous verrez que cette organisation, parmi ces organisations, ce que vous allez retrouver de notable, ce sont des bennes à déchets, des choses qui ont l'air banales, mais qui sont très importantes, différenciées, bien sûr, puisqu'on est à l'ère du recyclage, des zones de stockage bien définies, des installations d'hygiène, des recettes à matériaux, des rampes d'accès pour faciliter justement l'amener d'équipements, et bien sûr des voies et cheminements roulables. Ensuite, en optimisant encore plus ces organisations, vous allez retrouver des montes matériaux en façade et toujours des rampes d'accès, des ascenseurs de chantier. Donc, on est arrivé à une conclusion que, alors c'est la conclusion qu'on a eue, lorsque vous n'avez aucune organisation, par exemple sur une opération de 60 logements, vous aurez par exemple sans organisation à peu près la manutention de 28 000 colis. Dans les colis, on compte les intrants, le matériel. Et avec des organisations optimisées, vous aurez pratiquement 4 à 5 fois moins, c'est-à-dire 7 000 colis à manutentionner ou 6 100 colis. D'accord ? Et qui ne seront pas manutentionnés manuellement, qui seront manutentionnés de manière assistée, avec soit des équipements roulables ou bien et également des ascenseurs de chantier. Pareil, là, il s'agit du nombre de manutentions opérées. On peut avoir le même raisonnement au niveau des heures de manutention. Qui dit colis manutention dit heures de manutention. Et on a remarqué qu'entre un chantier qui manque d'organisation, vraiment un défaut d'organisation, et des organisations optimales, comme je vous les ai présentées, on pouvait passer de 4000 heures de manutention à peu près, grosso modo, 600 heures. 500 heures. Donc, à peu près 7 à 8 fois moins d'heures de manutention. Donc, qui dit heures de manutention en moins, dit des salariés occupés principalement à faire ce pourquoi ils sont payés, il faut le dire vulgairement, c'est-à-dire poser du placo, travailler qualitativement. Si vous avez mis des gars le matin ou dans une partie de leur opération à manutentionner, il ne faut pas être étonné qu'ils perdent en productivité et qu'ils ne travaillent pas leurs 7 heures ou leurs 5 heures dans la journée. Ils ne vont pas vous le dire, mais ça sera carrément. Donc, c'est une étude qu'on a menée au niveau national avec un groupe de collègues que vous retrouvez sur le site de l'INRS ou que vous pouvez nous demander au stand ou carrément en nous appelant. C'est une étude de logistique pure et dure sur un chantier de construction de 60 logements qui vient bien montrer les apports et les gains de productivité qu'on peut avoir en optimisant l'organisation de chantier et la logistique de chantier. Donc voilà. Et puis de cette logistique de chantier va découler, bien sûr, que les salariés et les entreprises pourront arriver avec d'autres équipements qui vont faciliter, là, pour le coup, leur propre travail. Ça peut être des ponceuses, des lève-plaques, bref, tous les équipements qui également sont roulables et qui pourront les aider. Mais si ce chantier est un bourbier, l'entreprise aura déjà beaucoup de difficultés à pouvoir faire venir leurs propres équipements. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les entreprises travaillent avec des petits échafaudages dans les étages, avec du matériel manuportable. S'ils ont tout le mal du monde à accéder déjà à l'ouvrage, ils n'auront pas envie d'amener des équipements un petit peu plus volumineux. Donc, l'organisation de chantier a un effet également vertueux vers la propre prévention qu'emmène l'entreprise sur l'opération. Parmi d'autres cas de techniques de travail et d'équipement qui peuvent améliorer les conditions de travail et la productivité, vous allez retrouver des exemples comme les aménagements de véhicules utilitaires.
le montage de charpente au sol. Vous aurez également la construction hors site. C'est quelque chose d'assez novateur. Quand vous rénovez, par exemple, des hôtels, plutôt que de tout emmener dans les chambres d'hôtel pour refaire sur place, vous faites des kits hors site et les gars ont tout ce qu'il faut sans avoir, en minimisant les déchets. Et puis vous aurez bien sûr de la mécanisation, de la robotisation, des approvisionnements par monte-matériaux, des nacelles, l'utilisation de nacelles élévatrices, des camions avec grue. Donc, ce sont des exemples que vous pouvez retrouver également. J'en profite sur le site de l'OPPBTP, qui est un organisme de prévention également et qui a regroupé une étude qui s'appelle Prévention Performance. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, vous l'aurez compris, les améliorations attendues sont bien sûr une réduction de la sinistralité, du risque routier, une amélioration des approvisionnements de chantier, un gain de temps manifeste, une suppression des risques et donc des accidents de travail, une diminution de la fatigue et de l'usure. On parle beaucoup aujourd'hui d'usure professionnelle et bien sûr de la réduction des manutentions, des TMS, un gain de temps, une fidélisation et au final une amélioration des conditions de travail. Donc tout cela concourt à cette optimisation, à cette performance de l'entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup David Herté.